Bonjour, bonjour et bienvenue pour cette nouvelle présentation. J'espère que vous allez bien, que tout se passe pour le mieux, hein. Et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter. On va partir ensemble à la découverte de la région sud de l'Italie, la bien nommée Puglia. Les Pouilles, le sud flamboyant. Bonjour tout le monde, installez-vous confortablement. Nous allons effectivement aller à la découverte d'une des régions les plus riches, que ce soit au niveau de son architecture, de son histoire bien évidemment très multiple, ainsi que de sa gastronomie. Alors si vous aimez passer d'une ambiance de village côtier, que vous aimez également les belles pierres, les vieilles pierres, les histoires avec un grand ou un petit H, que vous aimiez le bon vin, l'huile d'olive, eh bien les Pouilles sont faites pour vous véritablement. Je vous invite fortement à aller à la découverte de cette région, non seulement parce qu'elle est un petit peu à l'écart des grands circuits touristiques, donc elle a beaucoup à vous apporter, hein, et elle recèle évidemment de magnifiques trésors, souvent insoupçonnés. Alors, voici la première image qui commence cette présentation. Vous les avez peut-être reconnus si vous aimez cette région et son histoire. Eh bien, ce sont les fameux trulli d'Alberobello. Alors, j'en parlerai à la fin de la conférence, mais vous voyez dès à présent l'un des symboles forts, la signature, on pourrait dire, touristique et également ancestrale de ces fameuses maisons coniques. C'est un véritable émerveillement lorsqu'on est dans ces ruelles d'Alberobello. Mais commençons évidemment, comme vous en avez l'habitude maintenant, par une présentation générale des Pouilles, les Pouilles entre terre et mer. Alors, je viens de le dire à l'instant, effectivement, c'est une des régions les mieux conservées, en tout cas dans ses traditions, dans son folklore. On est vraiment dans la pointe sud de l'Italie, donc on va passer de petits villages à des grands bourgs, comme la ville de Paris. Paris, c'est quand même plus d'1,3 million habitants pour la totalité de son agglomération, mais également bien, des petits ports de pêche. Et puis, c'est une région qui est vraiment à cheval sur la mer Adriatique, bien évidemment, la mer Ionienne, et puis vous avez quelques collines, quelques plaines également très intéressantes qui vont rythmer justement bien, ces différents paysages. Alors vous voyez qu'on passe évidemment de ces petits ports, comme en haut à gauche de la photo, on a des figues de Barbarie, là aussi c'est succulent, vous avez une gastronomie qui est très riche de son héritage historique, c'est une terre évidemment de brassage, un melting pot culturel, depuis pratiquement bien, la préhistoire, c'est une terre qui a été constamment habitée. Vous avez les champs d'oliviers, alors là, évidemment, vous avez des hectares et des hectares d'olives. Vous avez l'une des meilleures huiles d'olive au monde qui est produite sur place. Et puis, évidemment, c'est l'omniprésence de la mer. Alors, c'est une mer aux couleurs azur avec évidemment un panorama et en tout cas des couleurs qui vont à chaque fois être très changeantes. Alors, les Pouilles, intéressons-nous à la géographie de l'Italie. Alors, vous avez sur la droite la carte générale de l'Italie avec cette forme emblématique de la botte, et vous constatez par vous-même bien, que les Pouilles, cette région ici qui apparaît en rouge, correspond exactement au talon de la botte italienne. Alors, vous avez 6 provinces, maintenant regardez à gauche, vous avez du nord au sud la province de Foggia, vous avez Barletta en vert, vous avez Bari, alors Bari c'est là le chef-lieu de la région des Pouilles, vous avez Brindisi côté mer, vous avez Tarente côté plutôt mérionienne, et puis vous avez vraiment la pointe de la botte avec son talon, c'est Lecce. Lecce, la petite merveille, on en voit quelques images juste après. Alors vous voyez que les Pouilles, bien, c'est 4 millions d'habitants. La ville de Bari, c'est la 9e plus grande ville d'Italie. Et nous sommes dans une région qui est relativement plate et vallonnée. C'est ce qui va définir le paysage général. Pour vous donner un seul chiffre, les montagnes bien, ne représentent que 1,5% du relief des Pouilles. Donc, n'ayez pas peur. Il y a des petits villages, effectivement, qui sont assez abrupts parfois, mais en tout cas, où on a vraiment plaisir et facilité à se promener et à déambuler. Il y a à peu près 208 habitants par kilomètre carré, donc vous voyez que c'est une région où la population est toute concentrée dans les grandes villes, Bari encore une fois, Lecce, vous avez également la grande ville
de Ostuni, qui regroupe 31 000 habitants, mais en tout cas, eh bien, ces différents petits villages ont gardé tout leur charme et ne sont pas trop dénaturés par tous ces grands complexes hôteliers. Donc, c'est vraiment une région charmante pour être en contact avec la population directement. Alors, commençons par la plus grande ville des Pouilles, qui est le chef-lieu, c'est la ville de Bari. Alors, Bari, la ville elle-même, c'est 315 000 habitants. Je vous ai dit, le Grand Bari, c'est plus d'1 million d'habitants. Et Bari, c'est le plus grand port de passagers sur la mer Adriatique. Alors, le plan de la ville, assez étonnant, c'est un plan en aigle, comme si c'était un aigle aux ailes déployées sur la mer Adriatique. Et vous avez deux grandes villes, deux grands quartiers. Vous avez le centre historique que vous apercevez en particulier sur les deux photos du haut. Et puis vous avez le quartier qu'on appelle Murat. C'est un quartier qui est nommé en référence évidemment à ce général des armées napoléoniennes, Murat, et qui est du XVIIIe siècle. Alors vous avez bien évidemment une ambiance assez marquée, assez forte dans les traditions, dans le folklore également qu'on trouve à Bari. Et puis vous avez le joyau de la ville, eh bien c'est la cathédrale. La cathédrale de Bari, c'est un petit peu un condensé de toute l'histoire des Pouilles. Alors vous avez la façade assez sobre, comme vous le constatez, où on sent un mélange des différentes époques. Vous voyez qu'elle a été édifiée au XIIe siècle. Et puis, vous avez la petite photo à droite qui vous montre eh bien, l'intérieur dans un style qu'on appelle roman apulien. Apulien, c'est l'ancien nom, le nom antique que l'on donnait dans cette région des Pouilles. Lorsqu'on regarde la table de Peutinger, c'est le nom de Apulie qui apparaît. Et donc, cette cathédrale de Bari, eh bien, d'être édifiée peut-être dans la période la plus faste que la région ne connaîtra plus jamais. Cette période faste, c'est 11e et 12e siècle. C'est la présence sur place eh bien, des fameux Normands. Et cette période verra évidemment eh bien, une cour très lettrée avec tous les grands artistes, tous les grands architectes. Et la plupart des cathédrales et des églises que vous pouvez admirer là-bas eh bien, sont pratiquement tous et toutes de cette période 11e, 12e siècle. Et puis à Bari toujours, vous avez l'un des sanctuaires les plus importants, un lieu de pèlerinage, c'est la basilique San Nicolas de Bari. Alors vous avez la photo qui vous montre la très belle façade, où on sent évidemment que nous avons une construction presque militaire. Nous avons ici une façade défensive avec une tour à droite en particulier assez massive et imposante. On a vraiment quelques fenêtres qui ont été en plus rajoutées par la suite au cours du Moyen-Âge. Et cette église a été édifiée pour accueillir les reliques de Saint Nicolas. Saint Nicolas, je vous rappelle, cet évêque de Myre, du Proche-Orient, eh bien, vont être installés dans la ville de Bari, ce qui fait un lieu de pèlerinage parmi les plus importants pour la religion essentiellement orthodoxe qui vient jusqu'à Bari pour eh bien, honorer, pour s'approcher et s'approprier eh bien, ces fameuses reliques constituées par des morceaux d'os et le crâne de Saint Nicolas. Comme vous le savez, Saint Nicolas est le saint protecteur des marins. Donc, c'est un des saints les plus importants qu'on retrouve partout en Europe. Mais effectivement, à Bari, vous avez vraiment les reliques les plus chères pour tous les fidèles et tous les croyants. Et puis à Bari, il est très agréable de se promener. Alors, je vous l'ai dit, que ce soit dans le cœur historique où il y a presque 1000 ans d'histoire, ou que ce soit dans le quartier Murat, plus proche de nous, 18e, 19e siècle, car là, vous avez une multitude d'artisanats, car les Pouilles permettent également d'offrir eh bien, la confection, que ce soit, vous voyez, du rotin, que ce soit de la céramique, et c'est l'autre grande spécialité. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts, de pouvoir découvrir et de voir véritablement les gens, les confectionner sous vos yeux. Donc, il y a un rapport direct avec ces traditions, avec évidemment ces mythes, en tout cas, qui sont inhérents à la culture. Voilà l'intérieur, par exemple, d'une de ces maisons. Il y a des musées ethnographiques qui sont vraiment de toute beauté, ou dans lesquels eh bien,
on va vous apprendre la façon dont on vivait il n'y a pas si longtemps que cela encore. Vous avez vraiment cette ambiance reconstituée. Vous voyez les cruches posées au sol qui vous indiquent bien l'intérêt et l'importance de ces céramiques liées évidemment au sol plutôt argileux, karstique que l'on a également dans la région. Et puis nous arrivons à Lecce. Alors Lecce, c'est l'autre ville importante de la région des Pouilles. On a à peu près 95 000 habitants, pour vous donner un chiffre. Et vous voyez que le surnom qu'on lui donne, eh bien, c'est la Florence du Sud. L'autre surnom, ça sera l'Athènes des Pouilles. Vous voyez que les références sont très intellectuelles, architecturales, philosophiques presque. Et je vous laisse apprécier la qualité et la couleur de cette pierre. Alors c'est une pierre, comme la plupart que l'on va trouver dans les Pouilles, qui est d'origine calcaire. Cette pierre, d'ailleurs, qu'on trouve à Lecce, on l'appelle la pierre de Lecce. Et avec le temps, elle va prendre des couleurs mordorées, des couleurs un peu miel. Vous voyez ce jaune très lumineux qui va apporter toute cette lumière dans cette ville magnifique où là, on va s'en donner à cœur joie pour la sculpture, pour l'exubérance de tous les détails que l'on va voir apparaître soit sur les façades, comme à droite, regardez cette très belle porte Renaissance. On est en plein milieu du XVIe siècle et Lecce, effectivement, va connaître son âge d'or après la fameuse bataille de Lépante qui a vu s'affronter la flotte vénitienne et la flotte ottomane et qui va être une victoire de toute la chrétienté de l'époque et qui va mettre un frein à ces incursions ottomanes dans cette région du sud de l'Italie. Ce qui permet à la ville de Lecce en particulier d'être libre, de développer cette architecture et cet art. Vous voyez ici sur cette porte, nous avons une référence à la République de Venise avec la figuration de ce lion ailé qui est en train de présenter un livre ouvert. C'est le symbole de Saint-Marc, le symbole de la République vénitienne. Et vous voyez toutes ces fioritures, tous ces éléments décoratifs qui donnent beaucoup d'élégance et de minutie à l'ensemble de ces façades. Autre élément évidemment important, à Lecce, on passe de l'Antiquité romaine à la Renaissance et au baroque. Alors c'est peut-être la ville la plus riche au niveau de son patrimoine architectural. Car effectivement, dès que vous parcourez le centre, vous passez, je vous l'ai dit, de l'amphithéâtre, en tout cas de ce qu'il en reste. C'est la photo que vous avez en haut à droite, où on voit encore les gradins. C'était un amphithéâtre, c'est-à-dire qu'il était circulaire, de forme ovale, qu'on a récupéré une partie, découvert ces gradins au début du XXe siècle en creusant pour les fondations de la Banque italienne. Et lorsqu'on a fait évidemment ce creux, ces fouilles ont été mises à jour dans les années 1920 jusqu'au 1940 à peu près. Et vous avez l'un des amphithéâtres les mieux conservés actuellement de la région. Et puis à côté de cet amphithéâtre de l'Antiquité, nous avons ici la façade de Santa Croce. C'est la cathédrale la plus importante de la ville avec cette oculus, vous voyez cette fenêtre circulaire, et puis en contrebas, vous avez les portes majestueuses qui ont été édifiées au XVIIe ou au XVIIIe siècle. C'est l'un des centres les plus importants pour la religion et pour le commerce. Lecce, effectivement, est à 11 km seulement de la mer Adriatique, 23 km de la mer Ionienne. Vous l'avez compris, on est vraiment à cheval entre ces deux mers, situation géographique primordiale, stratégique, comme un véritable carrefour du commerce. Et le commerce, c'est encore l'une des activités phares et les plus importantes de la ville. Alors voilà ces ambiances que j'affectionne tout particulièrement, je pense que vous également, et qu'on a hâte de les retrouver, ces fameuses ambiances, ces petites placettes où on va prendre évidemment le temps de prendre un petit café, de prendre un petit aperitivo. Donc c'est vraiment là aussi la dolce vita italienne, même si le mot on l'utilise très souvent, là c'est vraiment le cas, où on prend le temps bien de flâner, le temps d'apprécier. La luminosité est vraiment magnifique. Et on a vraiment beaucoup de très belles ambiances. Alors voilà justement cette photo qui vous montre davantage ces fameux amphithéâtres. Alors vous voyez qu'on a trouvé seulement la moitié. Je vous rappelle que l'amphithéâtre, c'est la forme circulaire totale. Là, vous voyez qu'on a une forme de théâtre demi-circulaire, mais c'est bien un amphithéâtre, étant donné que l'ensemble a été évidemment dévoilé.
on n'a pas tout gardé, hein, mais en tout cas une petite partie seulement. Alors voilà ces fameux gradins. Vous voyez, hein, tout autour, nous avons le séminaire, on a le palais épiscopal. Vous avez également des colonnes qui sont les héritages pour cette période romaine très importante qui va durer à peu près jusqu'à l'apparition des fameux ostrogoths qui viennent dans cette région du sud de l'Italie. Et puis à côté de cet héritage romain très fort, très marqué, nous avons l'héritage du baroque. Et alors là, Lecce, si vous aimez le baroque, vous allez être subjugué parce que vous avez une multitude d'églises, que ce soit dans les façades, comme celle que vous avez sous les yeux, façade certes un peu plus classique sur la droite et beaucoup plus baroque sur la gauche, mais c'est surtout à l'intérieur où vous avez des chapelles, vous avez l'exubérance, la richesse que le baroque apporte. Donc, à chaque fois que vous allez dans un quartier, que vous allez d'une rue à l'autre, vous êtes surpris et emporté à travers le temps pour découvrir ces merveilles. Et la merveille des merveilles, peut-être, la voici de nouveau dévoilée sous vos yeux ébahis, j'en suis sûr, c'est la basilique Santa Croce. Alors en fait, cette basilique, elle prend naissance dans une période assez ancienne, étant donné que les fondations de la basilique actuelle remontent à l'époque byzantine. N'oubliez pas que les Byzantins sont présents dans la région des Pouilles actuelles. N'oubliez pas les liens qu'il y avait évidemment avec des villes comme Ravenne, plus au nord, mais que l'Empire byzantin va laisser quand même une empreinte assez forte dans cette région. Et puis, nous avons ici donc la partie inférieure de cette façade qui est plutôt Renaissance. Vous avez des colonnes engagées, vous avez des chapiteaux qui sont plutôt composites, assez complexes. Et par contre, dès qu'on passe, vous voyez cette corniche magnifiquement décorée avec des personnages, des oiseaux, on arrive dans la partie plutôt baroque, que l'on doit d'ailleurs à l'un des grands architectes de l'époque qui s'appelle Zimbalo. Zimbalo, c'est l'un des grands architectes qui va réaliser justement avec beaucoup de délicatesse, beaucoup de détails. Regardez ces fameux détails où vous avez une profusion de ces motifs. Alors on retrouve les motifs tirés de la mythologie, de l'Antiquité. On a évidemment une profusion des temples romains. Donc on va prendre modèle sur ces temples à l'image de cette sirène que vous avez à gauche et à droite, les deux lions qui sont parfaitement symétriques de part et d'autre, vous voyez, de cette fontaine. Et puis au niveau supérieur, vous avez un griffon encadré à gauche et à droite par deux personnages masculins, l'un plutôt, vous voyez, paysan de par ses habits, et puis l'autre un petit peu plus oriental, avec l'image évidemment de ces hommes forts, un peu comme un Hercule, qui tiendrait à lui seul toute l'architecture. Et puis, la profusion dans les éléments décoratifs. Vous avez des choux, vous voyez, ces éléments qui sont des végétaux. C'est ce qu'on va retrouver évidemment avec toutes les croisades, étant donné que les Pouilles en général, et pas uniquement les Lecce, ce sera vraiment le passage obligé lorsque toutes les grandes armées au XIIe et XIIIe siècle vont se diriger en direction de la Terre Sainte pour aller mener croisade. Ils passent obligatoirement par cette région des Pouilles, de Lecce et des autres villes qui font figure évidemment de symboles. Et puis, je vous l'ai dit en préambule, si vous aimez évidemment ces ambiances et ces couleurs liées à la mer, vous allez être enchanté. Enchanté par cette ambiance que vous avez entre le calcaire. Vous voyez qu'on sent que le calcaire, bien érodé à la fois par le vent et par l'eau, dévoile des eaux cristallines d'une pureté exceptionnelle. On voit à plusieurs mètres de profondeur. Donc, rien ne vous empêche d'aller piquer une petite tête. Regardez, ça donne envie, en tout cas même à travers son écran, de pouvoir plonger dans cette eau cristalline où le soleil l'utilise comme reflet. Belle architecture ici de ces piliers de pierre. Alors, la pierre est vraiment un élément, un personnage à part entière dans les Pouilles. C'est du calcaire. C'était une région, quand on remonte à l'époque du Crétacé, où il y avait une mer qui s'était installée et qui a laissé sur place des couches sédimentaires, d'où évidemment cette présence du calcaire qu'on appelle karstique, et où vous avez une multitude également de fossiles. Vous avez des rudistes en particulier, des bivalves, bref, là aussi, on a vraiment l'histoire géologique de cette région qui nous est dévoilée. Et regardez cette plage de sable blanc, immaculée, déserte. Encore une fois, ce n'est pas une région où on va
essentiellement pour se baigner. Il n'y a pas de grande station balnéaire, donc c'est très bien conservé, bien préservé et avec cette ambiance, encore une fois, typique. Et puis, aller dans les Pouilles, eh bien, c'est aller à la découverte, non seulement de ces paysages, bien évidemment, mais c'est aller à la découverte de ses habitants. Et on les perçoit également, ces habitants des temps passés, à travers ces villages, que ce soit Molfetta, que ce soit Barletta, Bitonto, Trani, Monte Sant'Angelo, bref, rien que d'énumérer tous ces noms de villes et de villages, on est presque dans un poème où vous avez ici un petit kaléidoscope de ces ambiances différentes, mais quand même avec une certaine homogénéité dans l'architecture, dans les pierres. Vous voyez toujours à peu près les mêmes tons que l'on va trouver. Et puis, les Pouilles, de par sa situation géographique, c'est une terre stratégique. C'est la raison pour laquelle, eh bien, on va trouver un véritable chapelet de châteaux, de forteresses, toutes défensives, bien évidemment. La plus célèbre, peut-être, eh bien, c'est la photo du haut, les deux photos du haut, c'est Castel del Monte, classé patrimoine mondial par l'UNESCO. C'est un château qui a été édifié au XIIIe siècle par un certain Frédéric II. Je vous en reparle juste après, dans quelques instants. Et puis en contrebas, vous avez le château aragonais de Tarente, et puis vous avez également cette forteresse de Conversano. Donc là, vous voyez très nettement à travers ces différentes photos que c'est une terre de château, une terre de forteresse, et c'est une terre qui a toujours été convoitée. Encore une fois, c'est sa situation stratégique aux confins de la botte italienne, sur l'Adriatique, sur la mer Méditerranée, et à seulement quelques kilomètres de la partie continentale, de l'Albanie en particulier, qui n'est qu'à 70 kilomètres lorsqu'on est sur la pointe sud de cette région. Mais revenons un petit peu à ce magnifique château. Là aussi, c'est l'un des symboles de la région des Pouilles, c'est Castel del Monte. Alors, c'est un château qui a une forme assez étonnante. C'est un château de forme octogonale. C'est l'un des rares qui s'inspire peut-être justement du Saint-Sépulcre que vous avez à Jérusalem, qui a la forme également octogonale. Le chiffre 8 dans le Moyen-Âge a cette symbolique eh bien, du 8e jour, c'est-à-dire ce temps, à la fois le mélange entre le temps sacré terrestre, le temps sacré céleste, celui qui appartient au monde de la résurrection, voilà pour la symbolique. Mais regardez que le château ne possède ni pont-levis, ni douve. C'est la raison pour laquelle la plupart des historiens et des spécialistes de l'architecture militaire pensent que ce château est un château plutôt d'apparat. C'est un château qui fait figure de joyau dans la couronne impériale de Frédéric II en tant qu'empereur du Saint-Empire, mais pas un château, on va dire, défensif. Il n'en a pas l'architecture, il n'en a jamais eu l'architecture. Il n'en reste pas moins que vous avez ces tourelles qui sont assez élégantes. Vous avez deux niveaux. Alors à l'intérieur, vous avez des grandes salles d'apparat qui sont assez majestueuses, où la pierre domine, et vous voyez simplement des petites fenêtres pour laisser pénétrer eh bien, la lumière. Et puis l'autre château important, c'est le château que vous avez à Tarente. Alors Tarente, c'est quand même une grande bourgade, c'est 195 000 habitants. Vous voyez, c'est déjà la belle ville. Alors on est évidemment au bord de la mer. C'est une ancienne colonie fondée par la ville de Sparte, donc pendant ce qu'on appelle la Grande Grèce. Et le château que vous avez ici correspond à cette période qu'a connue la ville de Tarente, mais également qui a contribué à l'histoire de l'ensemble des Pouilles, qui a été fondée par la dynastie aragonaise. Nous sommes au XVe siècle précisément, et vous avez un roi, c'est peut-être le plus connu de cette dynastie, c'est Ferdinand II, qui va justement faire édifier ce château défensif sur le port pour protéger les possessions justement qui sont souvent convoitées. Et cette convoitise eh bien, ira jusqu'à la présence parfois et très souvent de la flotte ottomane qui vient frayer juste au large de la ville de Tarente. Et puis Tarente est connue également, alors on est un peu dans la mythologie, dans les mythes, mais qui correspond bien à cette mentalité, car on pensait au Moyen-Âge eh bien, qu'il y avait des araignées géantes. Alors, c'est une histoire qu'on se transmet de famille en famille, d'où le nom qu'on utilise maintenant pour désigner des araignées énormes, on les appelle des tarentules.
Et le mot tarentule vient de la ville de Tarente. Et pour évidemment contrecarrer les attaques et les morsures de ces araignées, eh bien, on faisait des danses. Et cette danse, vous la connaissez peut-être sous le nom de tarentelle. Voilà en tout cas pour les noms que l'on peut évoquer pour ces traditions. Et puis Tarente est également connue, et j'en parlerai demain d'ailleurs, pour les fameuses semaines saintes qui contribuent justement à maintenir ces traditions, ce folklore, qui est vraiment là aussi l'ADN des Pouilles en général. Et puis nous continuons toujours dans cette ambiance, vous voyez, de petits villages des côtes. Nous sommes à Molfetta. Alors Molfetta, beaucoup plus petit que Tarente, on a 60 000 habitants, c'est à 25 kilomètres seulement de Bari. Vous voyez que c'est assez proche, hein, les villes sont assez proches les unes des autres. Nous sommes sur l'Adriatique, bien évidemment, et là aussi, eh bien, nous avons deux villes qui ont des ambiances un petit peu différentes, mais très complémentaires. Vous avez le cœur médiéval qui a un charme fou. Vous avez les rues qui sont encore avec le tracé en forme de dorsale de poisson, en arête de poisson. C'est assez étonnant. Et puis vous avez la ville évidemment moderne qui s'est construite tout autour de ce cœur historique, donc ville moderne plutôt à partir du XVIIIe et XIXe siècle. Alors là aussi, il est très agréable de se promener, d'avoir cette ambiance, d'assister évidemment à ces pêches. Alors vous avez tous les bateaux de pêche, un peu à l'image de ceux que vous avez maintenant sous les yeux. Alors là aussi, c'est cette ambiance qu'on a en Méditerranée en général. Si vous aimez effectivement la criée, par exemple, on a tous les poissons qui arrivent le matin, le poisson frais, avec eh bien, tout ce qu'on peut avoir également dans les assiettes proposées ensuite dans les restaurants. Donc là aussi, on a les odeurs, on a cette ambiance et on a vraiment ces traditions. Traditions que l'on va retrouver également dans la ville de Trani. Alors Trani, à peu près pareil pour que Molfetta, c'est 56 000 habitants, donc assez petit, vous voyez, avec son joyau, c'est la cathédrale, qu'on appelle également le Duomo, dit Trani, et cathédrale Saint-Nicolas le Pèlerin. Ce n'est pas le Saint-Nicolas qu'on a vu précédemment, c'est Saint-Nicolas le Pèlerin. Et vous voyez que ce bâtiment, cette cathédrale, a une architecture assez étonnante. En fait, c'est une architecture qui est du XIIe siècle. On est de nouveau dans ce fameux roman apulien. C'est vraiment la particularité, utilisation de cette pierre d'un blanc, un blanc qui vire parfois jusqu'à l'utilisation de la chaux. Et vous avez ce campanile. J'attire votre attention sur la grande arcade qu'il y a sous le campanile. C'est un cas unique dans cette architecture romane, eh bien, d'avoir une grande arcade plutôt, vous voyez, d'architecture gothique pour le coup, et qui passe littéralement sous ce campanile roman. Et comme de coutume, vous voyez que le nombre de fenêtres eh bien, augmente au fur et à mesure que l'on monte en haut du campanile. Alors à l'intérieur, là aussi, on a une architecture assez étonnante, des petites chapelles. Et puis, Trani est également connue pour être une ville intimement liée à l'histoire des Templiers. Et ce, depuis le XIIe siècle. C'est encore une fois, je vous l'ai dit tout à l'heure, un des passages obligés lorsqu'on part en Terre Sainte par la voie maritime. On va prendre les bateaux à Venise et puis ensuite on fait des arrêts, des escales. Et l'une de ces escales, eh bien, ça va être sur la côte adriatique, dans les Pouilles, Trani en particulier. D'ailleurs, tous les ans maintenant, il y a toujours cette fête qui rend hommage eh bien, à cette présence templière. Alors, juste à côté, nous avons également la ville de Bitonto. Alors, c'est une ville assez conséquente, avec 54 000 habitants. Alors, on est seulement à 11 km de Bari. Vous voyez, là aussi assez proche. Et c'est connu, Bitonto, pour son huile d'olive. Tout à l'heure, je vous le disais, elle est considérée comme l'une des meilleures au monde. C'est vous dire, il y a un vrai millésime dans l'huile d'olive de Bitonto. Et puis Bitonto, d'être connu mondialement par tous les amoureux de l'art roman, eh bien c'est la cathédrale que vous avez maintenant sous les yeux, qui est dédiée à Saint-Valentin. Et à l'intérieur, eh bien vous avez la merveille de cet ambon, un ambon, vous voyez, du XIIIe siècle. Un ambon, c'est en fait la partie où on va prononcer, qui est un lutrin, vous voyez, sur lequel on va poser les livres sacrés. C'est une chaire suspendue par laquelle, évidemment, on va accéder par un escalier. Cet escalier, d'ailleurs, est décoré par
des bas-reliefs qui représentent Barberousse, Henri VI et le petit-fils de Barberousse, le bien nommé encore une fois Frédéric II, empereur du Saint-Empire romain germanique. Et donc voilà cet ambon. Regardez l'aigle qui supporte justement ce lutrin avec les symboles également du personnage sous l'aigle. C'est un petit bonhomme, vous voyez, qui soutient l'ensemble et une ciselure en tout cas très précise qui rappelle un petit peu justement l'influence byzantine qu'il y a dans cette zone. Et puis, en dehors, évidemment, de toutes ces merveilles d'architecture, de ces églises, de ces cathédrales, j'aime beaucoup, pendant ces pérégrinations, pendant ces découvertes, vous emmener dans l'ambiance des marchés. Car c'est là, véritablement, qu'on a le cœur battant d'une ville, d'une région. C'est là où on peut s'approprier les couleurs, les odeurs, que l'on voit, évidemment, qu'est-ce qu'on mange, comment est-ce que l'on vit véritablement. Vous avez tous ces étals qui sont des véritables palettes de peintres, avec toutes ces couleurs, avec tous ces fruits. Là, on sent toute la richesse, non seulement liée à ces fameuses croisades qui ont apporté les abricots, qui ont apporté les cerises, qui ont apporté également, ce n'est pas sur la photo, mais les rosiers, les lauriers, bref, beaucoup de ces plantes, de ces fruits, de ces légumes que vous avez sous les étals, maintenant, toutes ces couleurs, on les doit au XIIIe, à ces croisades et qui vont les apporter grâce aux croisés et grâce aux commerçants. Et puis, tant qu'à faire le marché, autant prendre le temps de déguster la gastronomie locale. Alors, bien évidemment, vous allez trouver nombreuses trattorias. C'est l'une des spécialités que vous avez avec les pizzas. Alors, vous avez les pâtes. Alors là, vous avez pratiquement autant de plats de pâtes que de jours dans l'année. Pareil pour les pizzas. Vous en trouverez évidemment de toutes les couleurs. Et justement, souvent, il y a cette couleur qui rappelle un petit peu le drapeau italien. Vous avez les pizzas qu'on appelle napolitaines, qui sont là aussi sur toutes les tables. Et puis, vous avez des mets un petit peu plus typiques que vous avez dans les pouilles. Vous avez la bufala, particulièrement appréciée, l'huile d'olive, encore une fois, qui est vraiment la base alimentaire que l'on trouve. Et puis maintenant qu'on a repris un petit peu de force, on continue avec Barletta. Alors Barletta, 94 000 habitants, nous avons le colosse de Barletta, c'est peut-être le symbole le plus important, le plus fort en tout cas, celui qui attire tous les regards. Alors les spécialistes n'arrivent pas encore à identifier qui est représenté à travers ce colosse. On sait simplement que c'est une statue en bronze qui fait 5 mètres de hauteur et qui représenterait peut-être un empereur plutôt chrétien, certainement Théodose II. On le surnomme d'ailleurs le Théodose. Bref, en tout cas, on sait pertinemment que de par son habit, que c'est un empereur romain plutôt d'inspiration byzantine. Il a la croix, il a le diadème, qui rappelle aussi cette présence de Byzance. Et puis Barletta, c'est la cathédrale Santa Maria Maggiore que vous avez sur la photo de droite. Alors, c'est une cathédrale qui a été édifiée au XIIIe siècle, modifiée ensuite au XVIIe siècle. Et là aussi, c'est la pierre qui domine avec cette couleur blanche et avec une collection assez sympathique à l'intérieur de tableaux baroques. Et puis au 30, nous avons ici une des villes les plus intéressantes qui est située justement sur la mer. Regardez ce bleu qui contraste assez nettement avec le blanc de la ville. C'est ce qu'on appelle la série des villages blancs. Alors, il y en aura quelques-uns comme ceci, durant notre séjour. C'est les villages blancs de Otrante et de Ostuni. Ce sont les deux véritablement qui se mélangent, en tout cas pour cette couleur. Alors, Otrante, c'est une petite bourgade, c'est 5800 habitants qui se trouve, c'est justement cette ville-là qui est la moins éloignée de l'Albanie, 70 km de l'autre côté du canal, qui porte le nom d'ailleurs de la ville d'Otrante, 70 km et vous êtes sur la partie albanaise. Et c'est une ville qui a connu les affres de l'histoire et en particulier en 1480 qui voit arriver une flotte gigantesque. C'est la flotte ottomane qui arrive et qui va dévaster l'ensemble de la ville. Cette ville va être récupérée par la suite, à l'époque, des Bourbons d'Espagne qui vont récupérer la ville et qui vont en faire l'un des centres culturels les plus importants.
Nous voici avec le château. Vous voyez que ce château a été édifié justement pour éviter les différentes incursions. C'est un château dont l'héritage est assez fort. Vous voyez, nous sommes au XIe siècle. Alors là aussi, nous avons véritablement cette ambiance très défensive qui jalonne l'ensemble ici de cette côte. Et puis nous avons la très belle promenade panoramique sur le bord de mer. Alors cette promenade, elle est assez connue et c'est là qu'on va profiter de toute cette ambiance des petites terrasses également qui jalonnent le parcours. Vous avez la cathédrale qui est sur la gauche et puis nous avons aussi le marché qui s'installe régulièrement sur cette partie très importante qui domine la plage. Et puis, je vous l'ai dit, faisant partie de ces fameux villages qu'on qualifie de blancs avec Otrante, c'est le village d'Ostuni. Alors, le village d'Ostuni, c'est vraiment la ville blanche par excellence. Alors, ce blanc, à votre avis, pourquoi est-ce qu'on utilise autant de blanc dans cette partie de l'Italie? En fait, il y a deux raisons. Évidemment, il faut déjà avoir du calcaire et de la chaux. La chaux, on va la trouver en très grande quantité. Mais pourquoi recouvrir l'ensemble des murs de toutes ces façades et de toute la ville pour la transformer en véritable lieu blanc? En fait, il y a deux explications qu'on vous donne régulièrement sur place. La première, eh bien, c'est pour donner de la luminosité pour l'ensemble de ces ruelles qui sont très étroites. Vous voyez que tout le village eh bien, est replié sur lui-même autour d'une petite colline. Et donc, pour donner de la luminosité, on va les recouvrir de cette couleur blanche. Et puis, l'autre raison, peut-être encore plus importante, c'est pour éviter les épidémies de peste qui, comme vous le savez, eh bien, on pense que la chaux est un répulsif naturel pour éviter la propagation de ces épidémies qui vont jalonner toute l'histoire, non seulement des Pouilles, mais également de toute l'Europe. Donc voilà les explications pour cette blancheur immaculée. Alors Ostuni, je vous l'ai dit, c'est un petit monticule, une petite colline, 218 mètres d'altitude, et qui est connue essentiellement eh bien, pour être une terre agricole. Ce n'est pas tellement le tourisme qui fait vivre ces lieux, et heureusement d'ailleurs, parce que justement, ça leur permet de conserver cet héritage et cette ambiance, mais c'est plutôt l'olive, les amandes et le vin qui vont être à la source même de l'économie locale. Et puis, évidemment, lorsqu'on rentre à Ostuni, eh bien, on se dépêche d'aller tout en haut de cette colline, dans le cœur même de la cité, pour aller admirer. Alors, c'est surtout la façade qui est très belle, peut-être plus que l'intérieur. C'est la façade dans un gothique, vous voyez, réapproprié par les architectes et les sculpteurs locaux qui vont travailler avec simplicité et avec une architecture assez spéciale. Vous voyez sur la cathédrale, on a ici un oculus magnifique. Vous avez ici cette grande rosace circulaire au-dessus de la porte principale. Vous avez des accolades au-dessus. Bref, on a vraiment un langage et un vocabulaire architectural qui est vraiment propre à cette région du Sud. Et puis à droite, vous avez l'autre symbole de cette partie, c'est l'arc Scopa. L'arc Scopa qui va être un lien entre le palais épiscopal et l'ancien séminaire. Et là aussi, on est vraiment dans cette architecture XVIIe siècle. On aime beaucoup justement ces passages sans être dans la rue, sans être mélangé à la foule et au peuple, où on peut passer du séminaire au palais épiscopal sans avoir évidemment à traverser tout ceci. Et vous voyez encore une fois cette belle pierre dorée. Et puis, juste à côté, nous avons la petite ville de Martina Franca. Alors, Martina Franca, comme son nom l'indique, eh bien, c'est en référence à Saint-Martin de Tours, d'où le terme de Martina, et Franca parce que c'était une ville franche, exonérée de taxes, un port franc, on dirait actuellement, et c'est une ville qui a été fondée au XIVe siècle. Du XIVe siècle, il ne reste pas grand-chose, mais par contre, on a de très belles places, d'où celle-ci, la Piazza Plebiscito. Vous avez un magnifique olivier plus que centenaire. Vous avez cette très belle façade avec ce campanile qui scande ici la vie quotidienne de la ville de Martina Franca. Donc là aussi, c'est un des passages très forts pour cette ambiance un petit peu surannée. En parlant d'ambiance, de nouveau, c'est ces terrasses qui évidemment offrent encore une fois une très belle luminosité.
où on a cette gastronomie qu'on découvre. Et puis ces villages blancs, alors là aussi, pendant les séjours que l'on fait ensemble avec Intermed, eh bien, on laisse des petits moments libres. Et là, évidemment, vous devez vous perdre dans ces ruelles. On ne se perd jamais véritablement, rassurez-vous, mais en tout cas, vous serez, j'en suis sûr, charmé eh bien, par ces différentes visions très photogéniques, comme vous le voyez, où ce blanc eh bien, met en valeur les portes bleues. On se croirait presque dans la Casbah de Casablanca, où vous avez vraiment ce bleu, ce blanc, le bleu du ciel, les verdures aussi. Bref, c'est vraiment une ambiance que je vous invite à découvrir si vous ne connaissez pas. Et puis regardez, là aussi, on aime flâner dans tous ces villages où on a toutes ces fleurs, toutes ces essences. Donc là aussi, on va dans ces villages pour admirer, pour apprécier ces différentes ambiances. Et puis, je vous l'avais dit également tout à l'heure, c'est la céramique qu'on va retrouver en très grande quantité. Alors là, vous avez tout l'artisanat qu'on peut apprécier avec un travail très important sur justement le travail de la glaise, avec des décors qui sont vraiment typiques qu'on peut trouver. En particulier, vous avez des coques, vous avez beaucoup de références marines, bien évidemment, du bleu. Bref, c'est une véritable caverne d'Ali Baba qui n'attend que vous pour aller choisir le meilleur pichet à ramener. Et puis, de nouveau, je vous l'ai dit, la gastronomie très riche et très forte. Alors, vous avez des spaghettis qu'on appelle les spaghettis qu'on confectionne uniquement dans les régions, on va dire, des Pouilles, avec un mélange de calamar, un mélange de poisson. Et puis, vous avez la mozzarella di bufala. Vous avez également des sardines. Vous avez de l'ail. Vous avez du fromage en grande quantité et des petites dolce, des petites douceurs qui sont là aussi un véritable émerveillement pour le palais. Il n'y en a pas que pour les yeux ni pour les oreilles, vous en avez pour les 5 sens pour profiter. Et puis profiter, justement, c'est le terme approprié. Prenons le temps de prendre ce qui nous manque tant peut-être, le fameux petit ristretto, le petit café qui va prendre tout son goût, sa saveur lorsqu'on aura la possibilité de le reprendre. Là aussi, vous voyez, hein, on est très nettement à l'intérieur de cette ambiance avec, vous voyez, cette petite table, en tout cas, voilà, cette ambiance que j'aime beaucoup. Et puis, aller dans les Pouilles, c'est aller à la découverte eh bien, d'un lieu qui est vraiment unique au monde, c'est Alberobello. D'ailleurs, tellement unique qu'il a été classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Alberobello, c'est là où vous trouverez la plus grande concentration eh bien, de ce qu'on appelle des troulis. Troulis, c'est au pluriel, trouleau, c'est au singulier. Et en fait, un trouleau, c'est une maison conique qui a été construite en pierre sèche, c'est-à-dire sans mortier. Vous voyez sur la photo qu'il y en a une multitude assez importante. Vous en avez plus de 1500. 1500. Alors, ce n'est pas moi qui les ai comptés, mais en tout cas, je fais confiance à ce patrimoine, à cette association justement qui est sur place et qui s'occupe de la préservation de ces maisons, parfois très anciennes. L'héritage des Troulis remonte au XVIe siècle, même si la plupart que vous voyez et que vous verrez sur place eh bien, remontent seulement au XIXe, voire au XXe siècle. Alors, ces Troulis, alors il faut aller dans des… Il y a deux façons de voir les Troulis, effectivement. Il y a des endroits très fréquentés, hein, je rejoins ici Christine Guénel, effectivement. Alors, il y a des endroits qui sont moins courus pour aller admirer les Troulis. Voilà, les petites ruelles. Alors, il est vrai que dans certains, vous avez une multitude, c'est les marchands du temple, où là, effectivement, vous avez chaque petit Troulis qui est transformé en attrape touriste, on pourrait dire, avec les cartes postales, avec tout ce que vous pouvez trouver. Et puis, en se dégageant un petit peu, en échappant à la foule, eh bien, on peut découvrir quand même dans ces ruelles cette ambiance, ce charme, ces petites coupoles, regardez ici, avec des symboles. Vous en avez un d'ailleurs qui apparaît en plein milieu, symbole d'un cœur transpercé avec une croix, beaucoup de symboles chrétiens. Et puis, là aussi, avec cette très belle lumière qui fait vibrer la pierre. Et en parlant de pierre, voilà un petit peu à quoi ressemble justement cette architecture vue de l'intérieur. C'est la photo de droite. Vous avez ces pierres sèches, donc sans mortier. La légende raconte d'ailleurs eh bien, qu'on a construit ces maisons pour éviter de payer une taxe, que les paysans ne payent une taxe qui était imposée par le roi de l'époque et qui disait que chaque maison fixe, durable,
devaient et justement payer cette taxe. Et on va contourner cette obligation en faisant des petites maisons qu'on peut démonter lorsque les autorités royales arrivent pour récupérer la taxe, on démonte la maison. Ce n'est qu'une légende, étant donné que même en dehors de cette région, on peut trouver quelques maisons qui utilisent la pierre sèche et qui remontent bien avant cette fameuse histoire légendaire que je viens de vous raconter. Ce qui prouve qu'en fait, les bergers, les agriculteurs qui habitent dans cette région depuis des temps très anciens ont toujours utilisé cette technique de pierre sèche. Alors pourquoi des cônes? Alors là aussi, on a plusieurs interprétations, mais la raison souvent évoquée par les habitants eux-mêmes, car il y a encore des habitants de ces troulis, c'est pour l'aération et c'est pour éviter d'avoir trop chaud. On est quand même dans les Pouilles, le soleil peut taper assez fortement et donc vous avez un système d'aération naturel avec cette forme justement conique. Pour certains d'ailleurs, on voit ici presque un symbole maternel, en tout cas un symbole presque de la terre-mère qui va protéger et nourrir. Et puis après avoir vu ce symbole fort des Pouilles à travers les troulis, d'ailleurs, petite parenthèse, vous avez à peu près la même chose de pierre sèche à côté du village de Gordes, dans le Luberon. Vous avez un petit village également qui utilise uniquement de la pierre des lauses, en tout cas, dans cette architecture. Nous allons terminer en beauté avec Matera. Matera, qui est vraiment un joyau et qui a été d'ailleurs nommé comme capitale de la culture en 2019. Alors Matera, c'est la région de la Basilicate, c'est la ville la plus importante, on est vraiment dans le sud, c'est 60 400 habitants et elle est considérée comme la plus vieille cité encore habitée au monde. Et oui, et elle a été classée d'ailleurs par le patrimoine, encore une fois, de l'UNESCO. Alors rentrons à l'intérieur de cette cité si particulière. Vous avez la cathédrale à droite, le Duomo. Alors c'est une cathédrale qui est du XIIIe siècle, là aussi dans le roman apulien que vous connaissez maintenant. Vous voyez, on retrouve toujours à peu près la même façade, le même type de façade, la même rosace, cette même sobriété dans l'architecture. Vous voyez que sur la photo de gauche, on est quand même assez surélevé sur 3 collines au total qui vont constituer ces différents dénivelés dans lesquels on peut circuler allègrement. Et il faut savoir que la ville de Matera, c'est une ville essentiellement troglodytique. Alors troglodytique, on les voit juste après. Pour l'instant, vous avez sous les yeux le Palazzo Lanfranchi, vous avez la Via Ridola. Là aussi, c'est pour vous donner un petit peu ce charme et cette ambiance que l'on peut trouver. Et puis, nous avons ici la façade de ce qui était l'ancien séminaire. C'est un bâtiment du XVIIe siècle et qui est depuis lors l'un des musées que j'affectionne particulièrement, qui est très riche et qui vous présentera une collection exceptionnelle d'art médiéval et d'art moderne, le Palazzo Lanfranchi. Et puis, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une cité qui est avec un habitat troglodytique exceptionnel. N'oubliez pas que nous sommes dans une terre qui est plutôt calcaire, karstique, donc vous avez l'eau qui va former ces petites grottes, ou parfois des grandes grottes, et on les appelle, ces grottes, les sassi di Matera, les pierres de Matera. Alors, je vous l'ai dit, c'est classé par l'UNESCO. Et là, la chose la plus étonnante, c'est que vous avez une loi qui a été édictée en 1952, vous voyez, c'était hier, qui prévoit d'expulser tous les habitants qu'il y avait cette année-là, en 52, imaginez bien qu'il y avait encore 15 000 personnes qui habitaient à l'intérieur de cet habitat troglodyte, sans eau, sans électricité, bien évidemment, dans des conditions plutôt insalubres, il faut bien le dire. Et le dernier habitant est parti en 1953. Et c'était des habitants plutôt pauvres, il faut bien le dire, étant donné que c'était des conditions vraiment extrêmes et que depuis les années 50, il y a toujours ce projet qui est toujours en attente. Vous connaissez un peu les difficultés parfois économiques que l'on a dans la partie sud de l'Italie.
ou parfois il y a des liens avec la mafia, c'est un autre sujet. En tout cas, le manque d'argent eh bien, fait que ce projet n'a toujours pas abouti et qu'on a évidemment maintenant des maisons vides. Vous les voyez maintenant sous les yeux. Là, vous avez sur la partie en haut à gauche, voilà à quoi ressemblaient ces habitats troglodytiques, vides maintenant. Vous imaginez vivre dans ces conditions. Vous avez évidemment sur la droite un autre point de vue général de la ville et puis regardez en bas à droite. Alors là, c'est vraiment surprenant et j'aime beaucoup justement donner là aussi un petit peu de temps pour aller à l'intérieur de ces chapelles rupestres. On en dénombre pas moins de 130 églises qui ont été façonnées dans la roche elle-même, décorées, comme vous le voyez, par des fresques dans un état de conservation quand même assez intéressant, assez exceptionnel. On voit encore la vivacité des couleurs qui étaient encore, on va dire, habitées, occupées par une présence, une communauté de moines et de religieux. Et puis voilà un petit peu cette... Voilà. Donc c'est une ville vraiment que j'aime beaucoup et qui a également beaucoup de trésors. Ces trésors, il suffit parfois de pousser une porte. Voilà pourquoi j'ai mis ces quelques photos maintenant qui apparaissent, en particulier celle avec la porte verte, car effectivement, c'est vraiment ce que je conseille, c'est de pousser la porte, car vous avez une façade, une sobriété sans nom, et puis dès que vous êtes à l'intérieur, là, vous êtes subjugué, vous êtes emporté dans un voyage à travers le temps, où vous êtes dans une architecture avec des coursives, on a des petits jardins également, et qui sont parfois cachés au regard extérieur, et où on a beaucoup de plaisir justement à se perdre par ces fameux chemins de traverse. Voilà une autre vue générale que vous avez ici. Alors là aussi, c'est le domaine de tous les amoureux également, eh bien, de cette ambiance parfois acoustique. Vous avez les oiseaux, il y a beaucoup d'oiseaux qui sont présents également dans cette région. Vous avez également, bref, toutes les pierres, vous avez les symboles comme ici, les deux pierres que vous avez à droite, symbole ici solaire. Bref, vous avez vraiment une profusion de détails et de richesse. Vous l'avez compris, j'adore les Pouilles. J'espère que vous également, vous aurez découvert ou redécouvert une région non seulement d'une richesse historique très importante, architecturale, c'est un chapelet de châteaux et d'églises, mais également où il fait bon flâner, prendre son temps, déguster la gastronomie locale avec ici, vous voyez toutes les couleurs qui en donnent l'eau à la bouche, avec ces troulis, avec cette mer qui est omniprésente. En tout cas, j'ai été ravie de partager ce petit moment, certes, cette parenthèse culturelle et enchantée. Grazie a tutti et arrivederci, en espérant avoir le plaisir et la chance de vous retrouver très bientôt. En attendant, prenez bien soin de vous et j'ai au plaisir de vous revoir. Alors, n'oubliez pas nos prochaines conférences. Vous avez les plus belles semaines saintes, alors j'aurai le plaisir de vous les présenter demain, vendredi 9 avril à 16 heures. Ensuite, vous avez une excellente conférence qui va être donnée par Gérard Bonidan, Eugène de Savoie-Carignan, le prince Eugène, celui qui au XVIIe siècle va lutter justement contre les Turcs. Et puis vous avez donné par Patrick Faucher, c'est passionnant, c'est l'art des azulejos au Portugal. Alors vous voyez qu'on ne risque pas de s'ennuyer. Encore une fois, merci de votre présence, de votre fidélité. Merci également à toutes les équipes d'intermède qui nous permettent de réaliser ces conférences et de garder ce lien, ce peu de lien qu'on a encore et qui me réjouit à chaque fois. Merci beaucoup, merci de votre écoute et à très bientôt.